Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 mai. Alors on va tourner rapidement la page géopolitique avec les affrontements qui se poursuivent entre la coalition arabo-qataro-émirati contre les rebelles chiites au Yémen. On a également assisté à la chute de Palmyre. On peut penser que les combats vont de nouveau s'étendre et les djihadistes tentent évidemment de faire une percée vers le sud et vers les champs pétrolifères, d'où une très légère tension sur le cours du baril qui est remonté un petit peu au-delà des 60,5. Mais nous vous avions conseillé en fait de prendre des bénéfices aux alentours de 62,50 et d'éventuellement reprendre des positions spéculative, parce que malheureusement, il n'y a pas de raison que le pétrole flambe au cours des prochains mois. Donc reprendre des positions spéculatives au-delà des 62,80, 63, avec un objectif de $68 le baril. Alors nous sommes vendredi, c'est évidemment le jour de faire un petit peu le point sur l'évolution des marchés. Alors cette semaine, eh bien, le verbe magique de nos banquiers centraux a fait merveille puisque le CAC 40 gagne 3% à l'instant où j'enregistre. On est aux alentours des 5140 points. On revient en fait à peu près au niveau où le marché s'était arrêté de baisser après avoir testé une première fois les 5270, 5280, donc son record annuel et record historique si l'on se réfère au CAC 40 Global Return. Voilà, donc nous en sommes revenus donc à un peu moins de 2,5% du record historique absolu. Quand vous retirez les dividendes à verser, en fait, on est à tout juste 2% du record historique. Donc, on va dire dans de très hautes eaux. Les places européennes cette semaine gagnent donc en moyenne 3% grâce aux déclarations de messieurs Queret et Noyer. Noyer, l'actuel président de la Banque de France, qui sera remplacé très vraisemblablement par monsieur Queret. Que nous ont-ils dit? Eh bien que la taille du quantitative easing pourrait être ajustée de façon à offrir un peu plus de liquidité au marché quand on est en période d'assèchement, parce que période creuse en termes d'émissions, etc. Donc le marché a bien compris l'intention, c'est celle de dire que les taux vont rester bas. Oui, ils peuvent rester bas en ce qui concerne la partie courte de la courbe, mais les banquiers centraux ne contrôlent pas la partie longue. Les anticipations du marché peuvent très bien conduire à ce que le rendement des OAT déborde les 1%. Les Bunds pourraient aller au-delà de 75, et on voit qu'aux États-Unis, depuis déjà une semaine, on ne parvient pas à revenir en dessous de l'ex-résistance des 2,22% sur 10 ans. On navigue plutôt entre 2,23 et 2,30. Il suffit d'un tout petit quelque chose pour qu'on aille chercher derrière 2,5. Alors ce petit quelque chose, est-ce que ça sera les déclarations de Janet Yellen ce vendredi soir? Elle tiendra une conférence de presse. On va essayer de deviner si le calendrier de la Fed exclut toute hausse de taux avant l'automne, ou si les colombes vont réussir à repousser une hausse de taux à fin 2015, début 2016, ce qui ferait évidemment grand plaisir au marché et permettrait d'aller chercher de nouveaux records historiques absolus, puisqu'on a vu par exemple hier soir le S&P en inscrire un nouveau à 2131 points. Le Dow Jones a échoué de très peu, mais il continue de flirter avec les 18 300 points. Et on a enchaîné quand même cette semaine pas moins de 3 records historiques consécutifs sur les indices US. À chaque fois, on a gagné 1 point, 2 points, c'est-à-dire 0,02, 0,03%. Alors, est-ce que le but, effectivement, est d'inscrire des records pour le plaisir, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre intention cachée? Bon, elle est à peine cachée. Quand on voit hier soir, par exemple, l'indice VIX perdre 6%, alors que le S&P, qui lui sert de sous-jacent, ne gagne que 0,25, on voit clairement que le but, c'est d'écraser la volatilité. Qui fait ça? Eh bien, uniquement les très grosses mains, ceux dont le niveau de couverture est quasi illimité, ceux qui bénéficient des liquidités offertes par les banques centrales. Vendre la volatilité, c'est une véritable rente pour des institutionnels qui, en plus de ça, ont les moyens de manipuler le marché, ce dont ils ne se privent pas.
Alors en Chine, eh bien, on va consacrer cette dernière page à la Chine, parce que là, on ne peut pas vraiment parler de manipulation de marché. On est dans une pure bulle, mais il n'y a pas vraiment de manipulation. Les ouvertures de comptes sont reparties à un rythme supérieur à 1 million par semaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million d'actionnaires supplémentaires, parce que n'importe quel particulier en Chine peut ouvrir autant de comptes titres qu'il a de comptes dans une banque ou dans des banques différentes. Mais à chaque fois, on peut évidemment rajouter du levier. Donc c'est reparti de plus belle et le SSE à Shanghai, le baromètre, le principal baromètre des actions chinoises, a littéralement explosé à la hausse ce matin de près de 3%. On a éclaté, pulvérisé le précédent record des 4520 de fin avril. On est monté directement à 4615. Ça nous fait donc 44% de hausse depuis le 1er janvier. Ça nous fait 102% de hausse depuis le 28 octobre, ça fait 7 mois. Ça fait 128% de hausse depuis le 22 mai 2014 et un peu plus de 136% de hausse depuis le mois de mars 2014. 136% de hausse, plus qu'un doublement. Et pendant ce temps-là, de combien les profits ont-ils progressé en moyenne pour les entreprises chinoises? Eh bien, on est très très proche de zéro. Alors là, on ne nous dira pas qu'on anticipe un avenir radieux, que les entreprises chinoises vont se remettre à gagner de l'argent, concurrencées par un euro moins cher, concurrencées par un yen qui accompagne également l'euro dans sa baisse. Les entreprises chinoises connaissent de plus en plus de difficultés à l'export. Elles ne gagnent pas d'argent, mais ça n'empêche pas leur cours de doubler. Donc si jamais une bulle doit éclater quelque part et contaminer le reste de la planète, aujourd'hui moi je mets un ticket sur la Chine.